Bonsoir, rentrons ensemble dans le temps du débat comme tous les soirs sur France Culture entre 18h20 et 19h. À l'ordre du jour ce soir, que faire de tant d'infos? Alerte sur nos téléphones, chaînes télévisées ou radios d'information en continu, notifications venant directement à nous depuis nos réseaux sociaux et depuis 20 ans, les alertes d'information se sont multipliées au point de pousser certains et certaines d'entre nous à entrer de temps en temps dans des périodes de diète médiatique. Quel est l'effet de ce surplus, voire de ce trop-plein de nouvelles? Nous excite-t-il, nous déprime-t-il, provoque-t-il chez nous de l'angoisse ou bien de la satisfaction? C'est ce que nous allons tenter de voir pendant 40 minutes avec nos 4 invités. Emmanuelle Davier est journaliste et médiatrice de Radio France. Luc Bronner est directeur de la rédaction du Monde. Il est prix Albert Londres 2007. On aime bien dire cela parce qu'on a eu plusieurs prix Albert Londres ici autour de ce micro. Anne-Sophie Novelle est journaliste et autrice de documentaires. Le documentaire s'intitule Les médias, le monde et moi, et également un livre tiré de ce documentaire est bien plus complet d'ailleurs. Les médias, le monde et nous chez Actes Sud. Il vient de sortir. Et puis Dominique Cardon est avec nous. Il est professeur de sociologie et directeur du Media Lab à Sciences Po. Là, c'est plutôt une intensification qu'on est en train de vivre, à savoir une quantité astronomique d'images, de sons, d'informations, d'affections auxquelles on a accès de façon quasiment gratuite, du point de vue en tout cas individuel, et on est un petit peu perdu dans cette surabondance de choses qui se passent partout autour de nous, mais l'accélération elle-même, il me semble qu'on l'a déjà subie il y a pas mal de temps, et là c'est autre chose, c'est une intensification, une surabondance, un besoin de mettre en place de nouveaux filtres, de nouveaux points de repère, pour savoir comment utiliser cette multiplicité de choses qui nous dépassent de plus en plus. Bonsoir Anne-Sophie Novelle, vous avez reconnu cette voix ? Oui, bonsoir, c'est Yves Citon. Voilà, Yves Citon qui est sociologue oui. Et qui travaille sur cette question en particulier du trop-plein d'informations et que vous aviez interviewé pour votre premier documentaire, Les médias, le monde et moi. On entendra d'autres extraits de votre documentaire dans cette émission aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a donné envie justement de réfléchir en tant que journaliste à ce trop-plein d'informations et d'aller voir un peu partout, que ce soit aux États-Unis ou en Angleterre, ce qui se faisait autour de cette question-là, Anne-Sophie Novelle? Mais moi, c'est d'abord une souffrance qui m'a donné envie de m'intéresser à ça, une souffrance du public que je pouvais percevoir, parce que l'agressivité, la défiance à l'égard du journalisme, des médias, m'a toujours surpris. Je le comprends, mais je m'interroge. Quand on fait ce métier et qu'on le fait par passion et avec professionnalisme, on ne peut qu'être déçu. Et puis, j'ai eu envie d'aller voir un petit peu au-delà de la critique radicale des médias, de ce qu'on entend, essayer de décortiquer un petit peu cette fameuse intensification dont parle Yves Citon. Et puis, il y a aussi le fait que je sois spécialisée sur des questions d'écologie et que parfois, je n'arrivais pas à en parler. Ça passait toujours après d'autres actualités. Et c'était aussi une question qui m'a poussée dans ma réflexion. Et que vous avez développée donc dans Les médias, le monde et nous. Vous êtes à Bayonne pour l'instant et ce soir, vous avez une projection justement de votre documentaire, Les médias, le monde et moi. Luc Bronner, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ici parce que votre journal, Le Monde, vous dirigez la rédaction du Monde, est un journal qui a connu une véritable révolution dans ce domaine depuis maintenant une quinzaine ou une vingtaine d'années. C'est-à-dire que vous étiez un journal qui paraissait le journal du soir. On l'attendait entre midi et demi et 1h dans les kiosques tous les jours. Et on se disait, il va arriver. Et c'est comme ça qu'on était informé. Mais là, d'un seul coup, il a fallu accélérer l'allure, intensifier aussi, comme le disait Yves Citon, votre allure, en ayant à la fois cette publication, mais la matinale sur les ordinateurs, et puis les notifications qui tombent très régulièrement avec des alertes. Oui, parce qu'il faut s'adapter au monde qui nous entoure. Et aujourd'hui, nous tous, on va moins dans des kiosques acheter des journaux quand ils sont publiés, qu'il s'agisse du Monde, de Libération, du Figaro ou de titres dans d'autres pays. Et bien, vous citez tous les confrères. Oui, parce que on est sur des mécanismes qui sont comparables. Et on a accès à l'information et un potentiel d'accès à l'information qui est formidable. On peut lire le New York Times en étant à Paris, on peut lire Le Monde en étant en Afrique, on peut lire le Figaro en étant en Russie, je donne des exemples. Donc, il y a un potentiel d'accès à l'information qui correspond au potentiel extraordinaire d'Internet aujourd'hui, qui nous permet de toucher des lecteurs de façon très différente. Donc, dans un premier temps, c'est évidemment un gain démocratique, un gain en termes d'information.
toute la difficulté, et je pense qu'on va en parler, c'est à quel moment l'info devient infobésité, c'est-à-dire devient de mauvaise qualité, intervient sur des doses qui sont parfois nocives. Et donc, à quel moment, nous, journalistes, nous, en position de rédacteur en chef et de directeur de la rédaction, on doit être capable de ralentir et de donner du temps long aux journalistes pour travailler différemment. On y viendra. Dominique Cardon, vous êtes professeur de sociologie, directeur du Media Lab de Sciences Po. Vous avez beaucoup travaillé sur l'arrivée d'Internet et également l'effet que cet Internet faisait sur nos vies. Est-ce que vous pensez, vous, qu'on a trop d'infos ? Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que je pense en partie que cette plainte du trop d'informations est liée à la transformation de son mode de consommation. C'est-à-dire que et du coup, elle vient beaucoup du monde des médias, en réalité, qui pensent que leurs lecteurs ont trop d'informations. Parce que ce qui a vraiment changé de façon très forte, c'est que les médias, en tant que titre de presse, ne contrôlent plus, comme ils l'ont fait, la réception de l'information. Et donc l'idée qu'il y a un travail éditorial pour hiérarchiser, pour ranger, et pour d'une certaine manière contrôler le contexte dans lequel les gens, regardant le journal de 20 heures, achetant Le Monde à 1 heure, etc., étaient non seulement exposés à l'information, mais aussi au travail que la rédaction avait fait pour l'ordonner, la hiérarchiser, et du coup la trier pour dire c'est ça l'information qui est importante, le reste est moins important. Alors, on accède à l'information par les réseaux sociaux. Et alors, il faut vraiment dire, accéder à l'information par les réseaux sociaux, ça ne veut pas dire que les réseaux sociaux produisent de l'information. Ça veut dire qu'on accède en fait toujours au Monde, au Figaro et aux autres, mais à travers des liens unitaires vers l'information. Et donc, il y a quelque chose qui est du centre de gravité de la composition de l'information, c'est déplacé vers les individus en leur disant c'est toi qui hiérarchise, c'est toi qui range, c'est toi qui vas sélectionner, tu vas être soumis effectivement à un flot un peu important et il faut, toi plus les plateformes et les algorithmes qui mettent en place, te propose de réorchestrer et de réorganiser en fonction de principes nouveaux l'information qui t'arrive. Mais d'une certaine manière, il y a quelque chose quand même dans la plainte sur l'overdose de l'idée, mais c'était il y a un sous-entendu, c'était peut-être mieux quand on contrôlait mieux le contexte de réception. Les individus doivent être noyés, il faut faire quelque chose pour eux. Emmanuelle Davier, vous êtes donc journaliste et médiatrice ici même à Radio France. Est-ce que cette plainte du trop d'informations, vous la recevez parmi les 800 messages que vous recevez chaque jour, donc au service de la médiation ici même ? Alors, nous en recevons, c'est vrai, c'est pas ce qui domine, heureusement. Ce que l'on reçoit de manière assez régulière, ce sont des messages qui nous disent que finalement l'information, c'est le nouveau polluant. Que les informations que l'on donne sur les antennes sont trop anxiogènes, qu'elles sont plombantes et que finalement les rédactions, les journalistes donnent à voir un monde, une société où s'enchaînent les féminicides, les attentats, les manifestations, la précarité, l'urgence climatique et que ces auditeurs souhaiteraient davantage d'informations positives, du journalisme que l'on appelle dans notre jargon le journalisme de solution, ou entendre des reportages qui valoriseraient des initiatives à impact positif. D'ailleurs, en cela, ils rejoignent la grande consultation qui avait été organisée l'an dernier par Radio France et France Télévisions, qui s'appelait « Ma télé demain, ma radio demain ». Il y avait eu 127 000 répondants, ce qui est tout à fait conséquent pour une consultation où chacun est libre de venir répondre. Et ce qui ressort de ces réponses, c'est effectivement cette envie d'avoir des informations positives. Ça, c'est sur le papier. Mais dans les faits, ce n'est pas exactement ce qui intéresse les auditeurs, les lecteurs, puisque ces informations qui ont un écho favorable, finalement, ne retiennent pas toujours et malgré tout leur attention. On y viendra dans un instant avec vous, Emmanuelle Davier. Luc Brunner, vous connaissez la même chose du côté du Monde, dans la hiérarchisation que vous proposez des informations ? Oui, alors je nuance un peu ce que disait Dominique Cardon. Je partage le constat. Je pense qu'il y a deux mouvements parallèles en réalité. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un mouvement qui est illustré à travers les réseaux sociaux d'absence de hiérarchie de l'information, de circulation de l'information par les amis, par les connaissances, par les proches, d'abaissement de la qualité de l'information. Ça rejoint aussi les chaînes d'infos en continu qui font, je trouve, un travail assez désastreux. Mais dans le même temps, et je parle ici à France Culture, je regarde les résultats de France Inter, je regarde ceux du Monde en passant, qui sont des médias qui marchent particulièrement bien dans la période. Et France Culture, je le citais, avec des chiffres qui sont vraiment spectaculaires. Donc pour moi, ça veut dire que les deux mouvements existent en parallèle. Oui, il y a un mouvement d'abaissement de la
qualité et de gens qui vont consommer de l'information sans se poser la question des sources, notamment via les réseaux sociaux. Et dans le même temps, il y a une demande d'information de qualité qui est assez spectaculaire. Julia Cagé, dans le documentaire dont nous parlions tout à l'heure, Les médias, le monde et moi, ce documentaire réalisé par Anne-Sophie Novelle, qui est projeté aujourd'hui à Bayonne, dit que 2/3 de l'info est une reprise d'autres contenus. C'est-à-dire que 2/3 des infos qui nous parviennent ne sont pas des infos originelles, mais sont des reprises et donc des répétitions qui ont été reprises d'autres sites. Est-ce que c'est vrai ça, Dominique Cardon ? Ah oui, c'est un des résultats très importants de l'ouvrage de Julia Cagé, Nicolas Hervé, de montrer qu'il y a un effet de reprise qui est là lié à une transformation interne de l'espace de production journalistique et lié à cette tension. Mais moi, je partage ce que vous indiquiez, c'est-à-dire qu'en fait, on assiste aujourd'hui à une sorte de tension de plus en plus forte entre une augmentation, en fait, extrême, forte, de la qualité de l'information et de la production d'informations sophistiquées, complexes, mondialisées, avec de l'enquête et avec aussi tout un lectorat, un petit mais quand même consistant pour cette information, et puis tout un espace social quand même dans lequel l'intérêt pour l'information n'a pas spécialement augmenté. Donc moi ce que je crois, c'est qu'en fait on a un phénomène d'accélération des inégalités dans l'exposition et dans l'accès aux informations. Donc on a des gens déjà très intéressés qui cumulent de plus en plus d'informations et qui ont le sentiment pressant que c'est trop, qu'il faut faire quelque chose. Vous voulez dire que c'est nous qui nous posons cette question ? C'est nous tous, voilà. Et beaucoup d'autres, parce que c'est quand même une vraie population. Le succès de Mediapart, de toute une série de magazines, Les Jours, AOC, la Revue du Crieur, etc. Ça montre bien qu'il y a une augmentation d'un intérêt pour ce type de produit informationnel. Et en même temps, l'intérêt pour l'information des gens qui sont plus associés d'ailleurs à l'usage de la télévision et de la radio n'augmente pas forcément, et ils ne souffrent pas du tout d'un cumul ou d'un excès d'informations qui viendrait vers eux. En voici une qui a souffert de cet excès. Elle est en Angleterre, elle s'appelle Jodie Jackson et elle est interrogée justement dans ce film Les médias, le monde et moi d'Anne-Sophie Novelle. Elle est autrice d'un livre qui s'intitule You are what you read. L'information nourrit notre esprit comme l'alimentation nourrit notre corps. Les gens ont conscience que notre façon de produire la nourriture et notre façon de la consommer affectent notre santé. C'est pareil pour l'info. La façon de la produire et de la consommer affecte notre santé mentale. Cet excès de négativité dans l'actualité génère anxiété, dépression et sentiment d'impuissance. On se sent incapable d'agir et de changer le monde parce que les problèmes nous semblent inévitables et sans solution. Les informations nous rendent insensibles et on ne se soucie plus de ces gens qu'on voit victimes de tragédies. Et c'est un vrai problème parce qu'on devrait tous se soucier de ce qui se passe dans le monde. Voici donc le témoignage dans votre documentaire, Anne-Sophie Novelle, de Jodie Jackson. Est-ce que vous avez cette impression qu'effectivement, on souffre de savoir trop de choses ou d'avoir trop d'informations, Anne-Sophie Novelle ? En fait, je pense que les gens sont perdus et depuis qu'on fait des projections débats autour du film, depuis que le livre est sorti, je reçois encore plus de témoignages. Un peu plus de femmes que d'hommes d'ailleurs, mais de personnes qui sont perdues, qui ont cessé de s'informer également. Moi, je parlais même de médianorexie. Ceux qui s'informent, médianorexie, parce qu'on parle d'infobésité d'un côté, trop d'infos nous rend obèses, et de l'autre côté, cette médianorexie, c'est donc une façon de décider de ne plus écouter d'infos, c'est cela ? Oui, les gens coupent, en fait, ils en ont ras-le-bol, ils sont paumés, complètement perdus face à cet afflux massif d'informations, ils ne savent plus où donner de la tête. Et puis ceux qui s'informent, en fait, ils ne savent plus qui croire, comment croire, ils ne savent pas vers quelle source se tourner. Et en fait, il y en a beaucoup qui me disent, mais en fait, après le film, en lisant le livre, on se pose des questions, on met des mots sur un ressenti, on se pose des questions qu'on ne s'était jamais posées. Vous nous donnez envie de nous réabonner, mais de se réapproprier l'information. Et on comprend qu'on peut avoir
un pouvoir par rapport à ça. Alors certes, les journalistes ont aussi une posture à retravailler, un travail à faire par rapport à leur métier et à des reproches qui leur sont faits, et on a plein de possibilités aujourd'hui, mais le public doit faire cette part de chemin que nous ne pouvons pas nous faire pour eux. Et ça, c'est très fort. Et les gens trouvent que voilà, on peut les rendre plus intelligents, plus curieux, mais il faut absolument pour moi qu'on se réempare de cette question aujourd'hui. J'estime vraiment qu'on en est au tout début d'une prise de conscience. Comme on a compris il y a 30 ans qu'on mangeait mal, qu'on ne savait plus ce qui arrivait dans nos assiettes, et ben je pense que sur l'information, on est en train de réaliser depuis 4 ans que ça va mal et qu'il faut absolument qu'on reprenne la main et qu'on retisse des liens entre producteurs et consommateurs d'informations. Vous avez fait en sorte qu'on soit moins obèse, d'une certaine façon, Luc Bronner. Les notifications du Monde qui sont arrivées à un moment très très fréquemment. On en avait beaucoup. Chaque fois qu'on était abonné à ces notifications. Vous avez décidé d'en ralentir le rythme, par exemple. En fait, on en fait en moyenne 5 à 6 par jour, ce qui n'est pas énorme par rapport à la concurrence qui en fait beaucoup plus. Surtout, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait évoluer la nature de ces notifications donc, qui arrivent sur vos smartphones en allant chercher beaucoup plus notre propre hiérarchie de l'information. C'est-à-dire, plutôt que d'être dépendant de l'actualité et de simplement relever, raconter ce qui se passe et ce qu'on appelle le breaking news, on considère désormais que les alertes sont des lieux dans lesquels on va proposer à nos lecteurs des lectures qui sont très différentes. Je vous donne une statistique qui peut permettre peut-être de l'éclairer. La semaine dernière, 85% des notifications envoyées sur les smartphones avec l'application Le Monde renvoyaient à des contenus payants. Donc des contenus qui sont de qualité différente, qui correspondent à un travail approfondi, à du reportage, à de l'enquête, en considérant qu'on s'adresse d'abord à des lecteurs qui sont en recherche d'une hiérarchie de l'information et de sujets qui approfondissent. Emmanuel Davier. 2 réactions par rapport à votre interlocutrice au téléphone. C'est que lorsqu'elle date cette prise de conscience d'il y a 4 ans, moi je pense que c'est beaucoup plus ancien que ça, puisque ça a été théorisé aux États-Unis il y a 50 ans, la surcharge informationnelle. C'est un futurologue qui en a parlé dans les années 70. Et c'est David Schenck en 93 qui a fait cette analogie alimentaire en parlant donc de cette infobésité. Alors cette infobésité, qu'est-ce que ça provoque ? Ça provoque un syndrome de surcharge cognitive parce qu'effectivement, on n'arrive plus à distinguer ce qui relève du futile, de l'accessoire, de l'important, de l'essentiel pour comprendre le monde, l'environnement dans lequel on est. Donc je pense que les 4 ans qui sont diagnostiqués sont, en termes de décennies, beaucoup plus importants que ça. Dominique Cardon. Mais moi, pour expliquer le phénomène que soulevait Anne-Sophie Novelle, moi, il me semble que c'est très, très lié à des transformations, mais la globale de nos sociétés, qui sont les mécanismes d'individuation, en réalité. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette affaire de nouveau rapport à l'information ? Il y a l'idée que l'individu veut choisir. Et donc, toute la revendication qui pousse notre société sur plein de sujets, c'est... Vous voulez dire que les circuits courts pour son nourriture, par exemple, le bio, les choses comme ça, c'est un peu la même chose ? Non, mais c'est surtout l'idée que l'individu veut contrôler, il veut être autonome. Du coup, il critique tous les représentants. Il critique tous les intermédiaires. Et donc, il n'a plus confiance dans la presse, il n'a plus confiance dans les institutions, il n'a plus confiance dans les partis. Du coup, on est dans une situation où l'information s'est mondialisée, elle s'est globalisée, elle arrive sur l'écran de téléphone portable de chaque individu, et du coup, on a une sorte d'interaction immédiate et directe dans laquelle le monde, dans lequel chacun devient la plaque sensible de tous les échos tonitruants du tohu-bohu du monde. Et du coup, ils se sont effectivement... Ils sentent ça de façon très négative parce que c'est des nouvelles qui sont dramatiques, et ils se sentent surtout impuissants. Et impuissants parce qu'il est là comme individu qui revendique son autonomie, mais qui, ne sachant plus aussi déléguer de la confiance ou de l'intérêt pour des choses plus collectives, se sent un petit peu perdu et avec ce sentiment de déréliction. De ne rien pouvoir faire aussi. De ne rien pouvoir faire, C'est-à-dire oui, qu'effectivement, si on a un coup d'État qui fait fusiller tel ou tel opposant, si on a un tremblement de terre qui fait 40 ou 50 victimes, si on a, etc., tous les jours, comment peut-on s'intéresser à toutes ces causes, Luc Bronner ? D'abord, je pense que ces mauvaises nouvelles ont toujours existé et qu'il y aurait une critique inverse qui serait légitime de dire les médias ne veulent pas raconter la noirceur du monde. Je pense par exemple que si on regarde sur une période un peu longue, la période qu'on traverse aujourd'hui avec tous ces mouvements sociaux dans des pays très variés, en Équateur, en Bolivie, au Chili, Hong Kong, etc., je trouve qu'il y a une réflexion très intéressante sur le récit. Né de la simultanéité, vous voulez dire. Ça, mais qui est aussi du récit qui a été fait sur la mondialisation depuis la chute
chute du mur en 89 et de ce sentiment que les médias, peut-être, ont laissé passer que finalement le libéralisme était une donnée, la mondialisation était une donnée, la critique du capitalisme était faite par des idéologues. Je trouve qu'on est dans un moment politique et intellectuel qui est absolument passionnant, où on voit qu'il y a une remise en question d'un système intellectuel, d'un mode de pensée que nous, médias, on peut faire vivre et qu'on peut faire vivre en partant de ce que vous décrivez comme des moments difficiles. Là, en Bolivie, il y a des morts. Au Chili, c'est un moment extrêmement difficile. Hong Kong, on l'a raconté. Ça dit quelque chose de nos sociétés qui est passionnant et qui n'est pas forcément très éloigné de ce qu'on peut connaître en France. Et qu'en disent les auditeurs de Radio France, Emmanuel Davier, de toute cette simultanéité, de tout ce qui se passe brutalement en même temps? Vous savez, les auditeurs de Radio France, ils commentent ce qu'ils entendent sur nos antennes. Ils contestent parfois le choix des angles des reportages ou bien les lignes éditoriales, puisqu'ils se considèrent un peu propriétaires des antennes. Ce que je constate, c'est que c'est vrai qu'ils sont dans une temporalité immédiate, c'est-à-dire qu'ils sont ultra réactifs. Ils entendent un reportage, ils vont nous écrire aussitôt. Vous voyez, il n'y a pas le temps de la digestion. Et là, je pense qu'il y a quand même il y a une différence. On aura beaucoup de métaphores alimentaires. Mais absolument. Non, mais oui, mais je trouve que justement la métaphore alimentaire, elle est tout à fait intéressante, puisque si nous sommes ce que nous lisons, nous portons le regard sur notre société des informations que nous absorbons également. Le monde qui se présente à nous dépend des informations que nous recevons, soit en écoutant des antennes, soit en lisant des journaux, soit en regardant la télévision. Et ce que je voulais dire, c'est que ce que je constate, c'est que la relation à l'information, elle est quand même très irrationnelle. C'est-à-dire qu'il y a une illusion d'ubiquité, une illusion parfois de maîtrise. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il faut bien différencier l'information de la connaissance. Et parfois, pour maîtriser cette information, il faut la recontextualiser. Il faut prendre le temps de l'expliquer. Il faut se poser. Et à ce sujet, il y a un propos, et je voudrais vous le lire parce que je trouve qu'il résonne absolument avec l'émission. Il aurait pu être écrit hier ou la semaine dernière. Je vous lis ce propos et je vous donne une petite devinette à la fin pour que vous deviniez de qui il s'agit. Je vous lis. Il est étonnant que l'on puisse déplorer une surabondance d'informations. Et pourtant, l'excès étouffe l'information quand nous sommes soumis au déferlement ininterrompu d'événements sur lesquels on ne peut pas méditer parce qu'ils sont aussitôt chassés par d'autres événements. Ainsi, au lieu de voir, de percevoir les contours, les arêtes de ce qu'apportent les phénomènes, nous sommes comme aveuglés par un nuage informationnel. Eh bien, ce nuage informationnel, savez-vous par qui il a été évoqué? Je sais pas. Par Edgar Morin. Ouais, je pensais que c'était Marshall McLuhan. Et c'était pas... Non. Et ce n'était pas avant-hier, c'était il y a 40 ans. Il a écrit un ouvrage en 1980 qui s'intitule « Pour sortir du XXe siècle » et c'est d'une actualité absolument saisissante. Et donc, bonjour François Barouin. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes maire de Troyes. Vous êtes auteur de le 7-9. Il est 7h48. Léa Salamé, votre Notre invitée Jacqueline Gouraud. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, ministre de la Cohésion. Le journal Florence Paracuelos. Et que commence RTL Soir. France Info, 14h, 17h. Marc Potvin. Agnès Buzyn, 1,5 milliard d'euros sur 3 ans de primes. France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin. Ça va être plus calme dans le temps du débat qu'avec cette surcharge d'informations dont on vient de parler et qu'on vient d'entendre avec nos 4 invités. Que faire de tant d'infos avec Emmanuel Davier, médiatrice et journaliste de Radio France, mais médiatrice de Radio France, Luc Bronner, directeur de la rédaction du Monde, Anne-Sophie Novelle, journaliste et autrice d'un documentaire, Les médias, le monde et moi, mais également d'un livre, Les médias, le monde et nous, et Dominique Cardon, professeur de sociologie et directeur du Media Lab Sciences Po. Anne-Sophie Novelle, vous êtes auprès de vos spectateurs, ceux qui vont voir votre documentaire. Vous en avez vu beaucoup depuis qu'elle a été publiée et sortie dans les salles. Vous nous disiez tout à l'heure qu'il y avait, disons, un accueil favorable. Cet accueil se fait-il aussi au prix d'une sorte de désaffection des médias ?
Ah bah oui, je pense que cette année, l'a juste fait encore plus jaillir que d'ordinaire. On a bien vu même les violences qui ont eu lieu au cours des dernières manifestations. Mais je pense que c'est à l'image d'une critique qui existe depuis longtemps à l'égard de la presse, mais aussi d'un ras-le-bol plus profond. Mais ce ressenti, en effet, il n'est pas nouveau, hein. Il y a des analyses qui existent depuis les années 70 sur cette question. Mais là, on a l'intensification, au-delà de l'accélération, l'intensification fait que nous sommes complètement débordés. Et c'est pour ça qu'il est temps maintenant de se le réapproprier, parce que Internet n'existait pas à l'âge de ces premières analyses, et on a vu maintenant que ça peut même manipuler et avoir des conséquences sur des choix de société. Et c'est ça pour moi qui est important aujourd'hui, c'est d'expliquer en quoi cette information est importante pour la société, parce qu'à force de désamour et de déconsidération, chacun, comme le disait Dominique Cardon, croit ce qu'il a envie de croire. On désigne de fake news tout ce qu'on n'a pas envie de croire, et du coup on ne s'entend plus. Et c'est ça le plus important, c'est de savoir comment, face aux défis auxquels on doit faire face aujourd'hui, on peut refaire société, et donc avec une bonne information. Et la question de la bonne information se pose de manière fondamentale. Vous vous êtes posté sur un marché, vous avez demandé à ceux qui passaient dans ce marché ce qu'ils pensaient de l'information. Voici un extrait. Est-ce que vous informez, monsieur? Est-ce que les journalistes font la pluie et le beau temps, par exemple? Les journalistes? Ouais. Il en faut, oui. Il en faut? Il en faut, bien sûr. Vous leur faites confiance, vous? Moi? Ouais. Oui. Et comment vous vous sentez actuellement avec toute l'information qui nous arrive à la radio, à Internet et tout? C'est un foutoir, c'est un bordel, on parle un peu l'humain. Les journalistes, ils veulent que l'opinion publique soit manipulée. Non, vraiment, je suis dégoûtée des médias. Alors, comment vous faites pour vous informer? Je ne m'informe pas. Voilà, classique, mais néanmoins traditionnel, on peut dire, on l'entend cette critique-là, Luc Bronner, je suis dégoûté des médias et je ne m'informe pas. Il y a aussi la volonté de se retirer de ce monde-là. Oui, mais pour le coup, elle n'est pas confirmée par les chiffres. Il faut aussi la relativiser, c'est-à-dire que la consommation de médias continue d'augmenter sur à peu près tous les supports. Alors sur la radio, sur les derniers chiffres, un peu moins. Mais on a perdu en un an un bon million d'auditeurs pour toutes les radios confondues. Mais globalement, la consommation d'informations n'a pas en masse bougé. Ce qu'on constate, nous, et qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a une demande de hiérarchie de l'information qui est aussi très forte. Est-ce que ça n'est pas ce que disait Dominique Cardon? C'est-à-dire que nous, en tant que journalistes, on aimerait bien que notre hiérarchisation parvienne à nos auditeurs, à nos lecteurs, à nos téléspectateurs, mais peut-être aussi ont-ils envie de la hiérarchiser eux-mêmes. Oui, mais je pense que les deux peuvent coexister. Quand on dirige une rédaction comme celle du Monde, on dirige à la fois un site internet qui a vocation à rendre compte d'un flux d'informations, et on est aussi dans une logique de hiérarchie de l'information, avec la une du journal imprimée tous les jours, ou alors avec cette application qui rencontre un succès assez génial pour nous, qui est la matinale du Monde, et qui tous les matins à 7h donne une hiérarchie de l'information. Je peux vous dire que les chiffres sont impressionnants, parce qu'on a des lecteurs qui, en fait, veulent avoir un objet, veulent qu'on leur propose une sélection d'informations hiérarchisées, un objet fini, qui leur permet aussi de sortir du flux d'informations. Donc je crois qu'on peut faire les deux. Dominique Cardon? Mais oui, alors il faut vraiment le dire, on n'a jamais consommé autant d'informations en réalité. Donc la critique monte et la consommation monte avec. Et ça, je pense que c'est des ambivalences très très contemporaines qui sont liées à ces mécanismes justement de revendication d'autonomie des individus, etc. Et qu'on comprend bien, c'est assez difficile à analyser, mais les fameux baromètres de confiance dans les médias, et alors on déplore constamment qu'ils ne cessent de diminuer et que les Français ont plus confiance dans les médias. Mais la question est posée et de leur demander est-ce que vous avez confiance dans les médias? Les gens qui pensent qu'ils ont d'abord confiance en eux et que la confiance, ça se négocie, ils disent non, ce modèle un peu paternaliste de « ayez confiance en nous », on ne peut plus en faire un contrat, un pacte d'emblée qui soit non négociable. Ce qui est nouveau, c'est que la confiance, elle doit se négocier. Elle doit se négocier avec de nouvelles formes de production éditoriale, de nouvelles manières de hiérarchiser et d'organiser l'information, de nouvelles relations avec les lecteurs et les téléspectateurs et les auditeurs. Mais les individus, aujourd'hui, n'ont plus envie de dire d'emblée qu'ils ont confiance. Et ça se rejoue autrement. Emmanuel Davier. Alors, Dominique Cardon parle des individus. Moi, je pense que la clé de voûte pour sortir de cette confusion, d'ailleurs qu'on entendait très bien dans le
le reportage, c'est vraiment l'utilisateur. C'est-à-dire qu'il faut sortir du mode compulsif et réflexe d'aller chercher n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et il faut au contraire adopter un mode structuré, enfin se trouver des objets de consommation informationnelle, tels que ce qu'a décrit Luc Brunner. Et je trouve qu'il ne faut pas avoir peut-être une multiplicité de données, mais il faut... parce que c'est vrai, souvent on nous dit, mais on est face... Moi, j'ai beaucoup rencontré de jeunes publics en banlieue, dans un programme d'éducation aux médias et à l'information, et on le constate vraiment très bien. Ils ne savent absolument pas s'informer. Il faut leur donner des outils. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils ne savent pas s'informer? Ça voudrait dire quoi, savoir s'informer? Ça voudrait justement la hiérarchiser, cette information? S'informer, d'abord, c'est de comprendre ce qu'est une source. Ça, c'est vraiment le point central, de comprendre que faire le métier de journaliste, ce n'est pas livrer une information brute, c'est la recontextualiser, c'est l'expliquer, c'est interviewer, dans le cadre d'un reportage, plusieurs interlocuteurs. Enfin, il y a des règles très fortes dans ce que j'appelle, enfin, certains considère que c'est presque un gros mot, mais pardon, on a une éthique dans ce métier. Moi, j'y suis fortement attachée, évidemment, en tant que journaliste et en tant que médiatrice. Mais en tout cas, ce que l'on constate chez ces jeunes publics, c'est qu'ils ne savent pas s'informer. Et moi, je trouve absolument dramatique qu'il n'y ait pas une obligation dans des disciplines d'avoir cette éducation aux médias et à l'information, puisque c'est ce qui fait notre rapport au monde. Ça se fait au lycée, en général? Pas partout. Non, alors vraiment pas partout. Dominique Cardon? Non, c'est évidemment une question centrale, cette histoire d'éducation. Il faut quand même se dire parce qu'il y a des équipes, je pense au Clémy par exemple, qui interviennent, etc. On sait qu'en période de débat autour de la désinformation et des fake news, les pouvoirs publics sont quand même en train de se préoccuper. Oui. La question de l'éducation aux médias et au numérique, j'ajouterais, devient très, très essentielle. Il faut l'apprendre aussi en comprenant bien les contextes de réception. C'est que les jeunes aujourd'hui, la première chose qu'il faut leur dire, la première éducation, c'est de se réintéresser aux informations. Parce qu'on est en train de faire comme s'il y avait... Il y a un mélange aussi, généralement, effectivement, entre les opinions, les débats, les croyances et les informations. Absolument. Et donc, la question, c'est comment faire le départ entre chacune de ces tendances. Absolument. Et du coup, une sorte d'éducation à la critique. Parce que c'est en fait ça qui est en jeu. À ce titre, il y a une étude qui a été faite à l'université de Stanford qui est très intéressante. Ils ont constaté que pour 82% des étudiants, donc un public quand même plus âgé que des collégiens, ces étudiants ne savaient pas faire la différence entre un communiqué de nature publicitaire et un article de presse de fond dans une même revue. Vous imaginez 82% donc aux États-Unis. Oui, dissocier par exemple l'information sans intérêt d'une information qui en a Luc Brunner. Oui, ce que je trouve inquiétant dans tout ça, c'est pas tant la critique des médias parce qu'elle est assez légitime. Par ailleurs, moi je me sens pas vraiment solidaire de ce que fait CNews aujourd'hui en termes d'information. Je pense que nous, pourtant beaucoup de journalistes s'abreuvent aussi aux sources d'information que sont les informations à télé en continu. Fait ce qu'il veut, mais moi en tout cas je pense que nous journalistes on doit tenir un discours plus clair maintenant sur le fait de dire on ne doit pas être dans une défense des médias en considérant que les pratiques sont les mêmes. Non, les pratiques ne sont pas les mêmes dans tous les médias. Donc la critique des médias, moi je la trouve assez légitime et elle est pertinente et c'est un aiguillon qui est pertinent pour une rédaction. Ce que je trouve très inquiétant pour le coup, c'est la fragmentation, c'est une forme de balkanisation et de différenciation extrêmement grande selon les catégories sociales, selon les niveaux de diplôme, selon les âges, qui font que, ce qu'on disait tout à l'heure en démarrage, certains vont être très bien informés et d'autres vont s'éloigner de plus en plus d'une information qui a des critères minimums de qualité. Cette fragmentation, pour moi, elle est dangereuse parce qu'elle a une conséquence démocratique. On l'a vu aux États-Unis, on l'a vu au Royaume-Uni avec le Brexit. Et donc, on n'est pas simplement dans la question médiatique, on est dans une question démocratique. Mais on vous dira, la démocratie, c'est aussi justement de laisser s'exprimer ceux qui ne sont pas d'accord avec qui sont d'accord avec le Brexit ou ceux qui sont d'accord avec Donald Trump. La liberté d'expression, c'est évidemment fondamental. Mais sur la qualité de l'information, ne pensons pas que ça n'est qu'une question corporatiste de la part des médias, c'est une question démocratique. Dominique Cardon, puis ensuite au téléphone Anne-Sophie Noël depuis Bayonne.
Moi, je suis très content de vous entendre dire qu'il faut différencier à l'intérieur des médias et de la profession, parce qu'en réalité, il y a un enjeu central de qualité de l'information aujourd'hui. Les gens, alors ça, moi, je suis plus optimiste que vous sur ces questions. Même les gamins, ils ont des capacités de détection, ils enquêtent sur les sources, ils sont curieux et parfois ils posent de très bonnes questions. Mais on a aujourd'hui des enjeux économiques en fait qui affectent le monde journalistique, qui fait que des médias du centre sont en train de tester un modèle de recyclage ou de blanchiment des opinions extrêmes parce qu'ils savent que ça fait de l'audience et que ça fait des... Ce que vous appelez des médias du centre, on pourrait appeler ça les médias légitimes, entre guillemets, ou ceux qui se pensent légitimes aussi. Ceux qui se pensent légitimes et qui ont été considérés comme étant au centre de l'espace public. On connaît ça pour les États-Unis, on appelle ça le phénomène de mainstreamisation, c'est-à-dire et on sait que Fox News a fait ça pour Donald Trump, et on sait que le modèle de Fox News séduit, ou en tout cas est une idée que certaines rédactions françaises peuvent avoir, et évidemment c'est un risque fort dans la relation entre les médias et l'espace politique, parce qu'en réalité c'est aussi l'espace politique plus des intérêts économiques qui pousse vers ce modèle. Anne-Sophie Novelle, dans votre livre Les médias, le monde et nous, qui vient tout juste de sortir chez Actes Sud, vous nous proposez un régime informationnel. On a compris depuis le début que vous faisiez le parallèle, comme d'autres d'ailleurs, avec les régimes alimentaires. Et vous dites, sur 3 semaines, on peut se désintoxiquer, puis ensuite réapprendre à lire, à écouter ou à voir des informations. Oui, c'était à la fin de l'ouvrage que cette idée m'est venue en me disant tiens, finalement, je rencontre tellement de gens qui sont perdus qu'il faudrait imaginer quelque chose pour qu'ils essayent de se réapproprier tout ça. On a tendance à mettre tous les médias dans le même sac, à citer toujours les mêmes chaînes, les mêmes supports, alors qu'il y a une multitude d'émissions de qualité dans chaque média, qu'il y a plein de médias qui sont moins connus et qui méritent d'être mis en avant. Donc, il faudrait un coach pour tout le monde pour savoir, selon les centres d'intérêt, qu'est-ce qui pourrait être le plus adapté. Je pense qu'il faut aussi interroger nos réflexes. Les gens se plaignent en effet d'avoir trop de sensationnel, des choses trop anxiogènes. Et comme le disait bien la médiatrice de Radio France, si on ne proposait que des choses positives, on n'irait pas les lire. Et en fait, les fake news qui se propagent 6 fois plus vite souvent que la bonne information utilisent les mêmes ressorts de sensationnel. Et donc, l'éducation, en effet, est très importante pour les jeunes, mais les jeunes que j'ai rencontrés souvent se méfient de tout et au contraire sont curieux, vont questionner. Et le Clémy me disait que depuis 4 ans, depuis Charlie, ils étaient avec une explosion. Le centre de liaison de l'éducation nationale et de l'éducation aux médias, en l'occurrence. Mais je pense qu'il faut éduquer, en fait, que tout le monde doit se réapproprier ça. Les Anglais parle de littératie informationnelle et ça c'est très important de réapprendre et pour reprendre la main et pour se dire quel support me convient le mieux, à quel moment j'allume, j'éteins, à quel moment je me vide la tête, à quel moment j'ai envie de me la remplir, qu'est-ce que c'est d'être au courant de quelque chose, d'une actualité, et qu'est-ce que c'est que d'être véritablement nourri et informé. Emmanuel Davier, tout compte fait, effectivement ce que vous nous disiez au tout début, c'est qu'on aurait l'intention de ne pas être bombardé, de ne pas subir, mais au bout du compte, les bonnes nouvelles ou le journalisme de solution qui a été promu il y a 3 ou 4 ans, pas mal d'ailleurs, en disant on va aller de ce côté-là, ça n'est pas ce qui marche le mieux. Tout à l'heure, vous citiez Marshall McLuhan, c'est lui qui a théorisé le concept « good news is no news ». C'est-à-dire que dans le champ informationnel, dans le champ médiatique, une bonne nouvelle, intrinsèquement, ce n'est pas une info. C'est-à-dire que les trains qui arrivent à l'heure... Mais la nouvelle qui voudrait changer le monde, par exemple, ne pas simplement subir, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est cette angoisse existentielle, elle peut venir aussi du fait qu'on ne peut rien faire contre des catastrophes. Eh bien, on pourrait se dire, ça nous donne envie de devenir plus citoyens. Oui. Et ça ne marche pas. Pourquoi pas si, bien sûr que ça nous aide à agir, mais pour agir, il faut avoir justement cette notion du décryptage. Et juste, je voudrais dire un mot quand même. Moi, ce que je trouve très important, c'est de ne pas s'enfermer dans des systèmes de pensée. Vous savez, ces chambres d'écho ou ces bulles de filtre où chacun retourne toujours vers ses affinités politiques, ses amis, effectivement, ses sensibilités même cognitives, affectives. Ça, c'est très important. Il faut sortir de cette bulle. Luc Brunner, un dernier mot, très brièvement. Je pense qu'on doit faire mieux collectivement sur le fait de proposer des solutions. Je prends l'exemple de la crise climatique. Il faut continuer à raconter les catastrophes qui sont devant nous. Je pense qu'on peut aussi raconter comment, individuellement et collectivement, on peut réagir face à la crise climatique qui est en train de se passer. Merci à tous les 4 d'être venus dans ce temps du débat consacré justement à ces infos, à cette infobésité et peut-être aussi à cette médianorexie qui est appelée par certains de leurs vœux.
C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Louise André, Rémi Baille, Fanny Richer et Hugo Boursier à la technique, Jacques Azubert à la réalisation, Marie-Laure Ciboulet.